de cette édition, après la présentation du programme du gouvernement souminois dont le budget s'élève à 92 milliards, les réactions ne cessent de tomber et vous suivrez dans ce journal la réaction de Valérie Madianga, chercheur en finances publiques qui propose à la chef du gouvernement une mise en place des réformes structurelles. Et puis à l'international, en vue de développer de nouveaux marchés à l'Est et dans le Sud, loin des sanctions occidentales, le président russe a exprimé son ambition dans la coopération économique dans un monde multipolaire. C'était là les sommaires, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre, Judith Souminois a-t-elle surévalué le budget pour son programme quinquennal? La première ministre a présenté au bureau de l'Assemblée nationale un programme dont le budget global se chiffre sur 92 milliards de dollars sur 5 ans. Pour Valérie Madianga, chercheur en finances publiques. Les prévisions de la première ministre risquent de ne pas rencontrer la réalité. Les capacités de mobilisation financière de la RDC étant en deçà de ce que Judith Souminois prévoit. Valérie Madianga propose par contre à la chef du gouvernement de mettre en place des réformes structurelles. Je vous propose de l'écouter. Si nous regardons la trajectoire des 3 dernières années, notre capacité réelle, nous sommes autour de 12 milliards. Et si nous le projetons sur 5 ans, nous sommes pratiquement à la moitié de ce que Madame la Première ministre est en train de présenter. Le risque est qu'on risque de faire consommer à l'opinion des ambitions surestimées et en réalité, on n'arriverait pas à les atteindre. Pour l'instant, nous pensons qu'il faut assigner des missions précises à chaque ministre et les évaluer à court, à moyen et à long terme. Il faudrait que l'on respecte les circuits de la dépense publique et on respecte aussi le pacte de stabilité monétaire pour éviter des dépassements budgétaires et le gaspillage des fonds. Parce que le vrai problème, c'est celui-là. Au niveau du gouvernement, Madame la ministre, elle devrait également réduire le train de vie des institutions, prendre un décret qui limiterait le nombre de membres des cabinets pour éviter le gaspillage des ressources publiques. Il faut lutter davantage contre le coulage des recettes. La lutte contre la corruption doit être la priorité des priorités. Restons toujours dans le même chapitre. C'est pour ce mardi à 13h que le gouvernement souminois, dans son ensemble, aura son premier baptême de feu devant les députés nationaux. La première ministre Judith Souminois-Tuluka va présenter son programme chiffré à plus ou moins 92 milliards de dollars en vue de l'investiture de son équipe. Ce samedi, elle a fait une brève présentation de ce plan d'action aux députés de l'Union sacrée et son présidium. Suivons la chef du gouvernement. Représente notre vision stratégique pour le développement économique, social et politique de notre pays pour les 5 prochaines années. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Il porte également notre ambition renouvelée de poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur. Le programme d'action du gouvernement est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République qui se découle de son programme électoral 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Comme vous le savez, les 6 engagements qui sont les réponses aux attentes et aspirations de notre population sont, premièrement, la création d'emplois, deuxièmement, l'industrialisation du pays, troisièmement, la cohésion nationale, quatrièmement, la stabilité de la monnaie nationale, cinquièmement, la protection du territoire, ainsi que sixièmement, la sécurisation de la population, gage de notre développement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, les réformes, projets et actions contenus dans ce programme se fondent sur une analyse exhaustive des défis majeurs et des contraintes structurelles qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du Congo. Lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique de notre pays.
Et puis au nord Kivu, outre la cité de Saké, les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise se concentrent aussi autour de la cité de Kanyabayonga, située à la limite du territoire de Rutshuru et celui de Lubero. Kanyabayonga est une bourgade stratégique. Elle porte une valeur symbolique dans la lutte contre la balkanisation de la RDC. Selon Nikez Kibelbel, l'expert des questions militaires est revenu pour Géopolis sur les enjeux autour de cette cité du Nord Kivu. Il a été joint par Patrick Ilunga. Suivez. Kanyabayonga, géographiquement, est la limite du territoire de Rutshuru et du territoire de Lubero. Donc, à Kanyabayonga, cette cité n'est pas simplement disputée par le Rwanda. Même l'Église catholique est en conflit parce que dans Kanyabayonga, il y a deux diocèses. Il y a les diocèses de Goma et les diocèses de Butembo-Beni, où les deux évêques, jusqu'à un passé récent, s'est disputé le Kanyabayonga. Donc, c'est une agglomération stratégique. Il y a plus ou moins 2 millions d'âmes dans Kanyabayonga. C'est une grande cité. C'est une grande agglomération de plus ou moins 2 millions d'âmes. Bon, ça peut être 1 million, mais c'est pas moins d'1 million. Et toutes les ethnies se retrouvent là-bas. Ça, c'est Kanyabayonga. Kanyabayonga surplombe le parc national de Virunga, notamment la station Rwindi. À l'époque, jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda pense que les Kivu dont il revendique une partie se limite à la Rwindi, donc à Kanyabayonga. Parce que à l'époque de la rébellion du RCD, le Rwanda occupait Goma jusqu'à la Rwindi et l'Ouganda occupait Kanyabayonga jusqu'à Kasindi. Donc vous voyez que le Rwanda et l'Ouganda, dans leur tentative de balkaniser le pays, chacun pense que l'un doit s'arrêter à Kanyabayonga et l'autre doit commencer à Kanyabayonga jusqu'à Beni. Mais pour les FARDC qui ont fait un repli stratégique sur les collines, parce que Kanyabayonga est sur les collines, perdre Kanyabayonga signifie simplement que l'armée congolaise va reculer. Et en reculant, l'appétit vient en mangeant, les Rwandais vont continuer à avancer jusqu'à Lubero, jusqu'à Butembo, jusqu'à Beni, parce que le Rwandais arrive à Beni. Mais à Beni, ils font la passe à l'UPDF. Donc pratiquement, si Kanyabayonga tombait, on va ouvrir la voie à la RDF et à l'UPDF de contrôler tout le Nord Kivu et l'Ituri. C'est pourquoi le gouvernement congolais, les FARDC, doivent mettre tous les moyens possibles pour que Kanyabayonga ne puisse pas tomber. Ça, c'est le premier aspect de votre question. Qui contrôle Kanyabayonga? À l'heure qu'il est, Kanyabayonga est contrôlé par les FARDC. Bon, ce n'est pas un secret. C'est le général-major Chiko Chitambe qui contrôle Kanyabayonga, secondé par le général Innocent Kabundi. Et là aussi, et puis, le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne l'attaque des ADF dans quelques localités de Beni, dans la province du Nord Kivu. Cette attaque a fait plus de 40 morts. L'exécutif national rassure de savoir la volonté de poursuivre la traque des terroristes d'origine ougandaise. Et à ces sujets, nous avons un intervenant sur ce plateau. Il s'agit de Patrick Ilunga. Bonsoir Patrick Ilunga. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous remarquons que l'insécurité persiste à l'est de la RDC et nous l'avons suivi dans cette brève qui a eu des attaques justement à Beni. Que sait-on justement de cette attaque meurtrière du 7 juin? Voilà, les sources divergent par rapport aux chiffres parce que on sait que ce sont les ADF qui ont attaqué et qui ont tué. Selon certaines sources de la société civile locale, c'est-à-dire au Nord Kivu, on parle d'une centaine de personnes qui ont trouvé la mort. Les Nations Unies, elles parlent de 57 personnes qui ont été tuées du 3 au 8 juin, mais le gouvernement, lui, parle de 41 personnes donc, qui ont été tuées par les ADF, les ADF qui sont des rebelles d'origine ougandaise et qui tuent et qui perpètrent beaucoup d'exactions dans la région de Kivu et de l'Ituri, on va dire principalement dans le territoire de Beni. Selon l'ONU, aujourd'hui, avec l'accélération de la violence, cela risque d'aggraver la situation humanitaire qui est déjà désastreuse, avec le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri qui ont enregistré 900 000 nouvelles personnes déplacées, ce qui porte le chiffre total des personnes déplacées à 5 millions
dans ces 3 provinces seulement. Et dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, nous sommes à plus de 7 millions de personnes déplacées, ce qui est les records au niveau africain, et les Nations Unies affirment que plus de 470 personnes ont été tuées depuis le début de l'année dans ces provinces-là. Et sur le plan humanitaire, sur le plan financier, la réponse humanitaire a du mal on va dire, à avoir le financement qu'il faut, parce qu'on attend plus de 2 milliards de dollars, mais jusque-là, il n'y a que 23% de financement qui est reçu, c'est-à-dire 590 millions de dollars. Alors, Patrick Ilunga, comment expliquer l'explosion de la violence dans cette partie du pays alors qu'il y a une opération en cours contre les ADF? C'est toute la question. Les spécialistes se demandent comment est-ce que depuis novembre 2021, il y a eu une opération conjointe entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise qui avait été lancée, et que selon les communiqués officiels de l'armée congolaise et de l'armée ougandaise, les ADF ont été réduits dans leur capacité d'opération, et qu'aujourd'hui ils sont divisés dans de petits groupes qui sont un petit peu mobiles, mais on ne comprend pas pourquoi, avec une telle opération d'envergure entre les deux pays, et que les ADF continuent d'opérer et qui continuent à ôter la vie à des centaines des Congolais. Il faut rappeler que, je viens de vous donner les chiffres de l'ONU tout à l'heure, l'ONU dit que depuis le début de cette année, ça fait 570 personnes qui ont été tuées dans la violence au Nord Kivu et en Ituri. Donc c'est un petit peu la grande question que tous les experts se posent, et pour l'instant, je veux dire que c'est sans réponse. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ces ADF seraient-ils plus forts que les FARDC seraient-ils plus forts que les FARDC avec cette opération conjointe? Non, ils ne sont pas plus forts que les FARDC, mais ils sont dans ce qu'on appelle la guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas habillés en treillis militaires, donc ils ne sont pas reconnaissables. Ils font ce que les Anglais appellent kick and rush, c'est-à-dire ils viennent, ils perpètrent leurs coups, ils se faufilent parmi les populations civiles, donc ce qui est difficile de les distinguer et de les attaquer, et ils sont très mobiles, je viens de le dire tout à l'heure, donc c'est un petit peu, c'est la terreur vraiment, la guerre d'aujourd'hui. Un peu difficile de les cerner, quoi. De les cerner. Donc, ils ne sont pas très, on ne va pas dire qu'ils sont plus forts que les FARDC, mais ils sont dans une guerre qui nécessite une autre façon de combattre pour les neutraliser véritablement. Voilà, Patrick Ilunga, pour finir, pourquoi a-t-on l'impression que toute l'attention des autorités congolaises est focalisée sur la guerre du M23 au détriment d'autres zones affectées par des groupes armés? Il n'y a pas que les M23. Voilà, ce n'est qu'une impression. En tout cas, beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a une sorte de deux poids deux mesures dans les différents groupes terroristes. Il faut dire que le M23, c'est vrai que c'est un groupe qui a beaucoup de soutien étranger, mais il y a en dehors du M23, il y a d'autres groupes armés, et on a l'impression que le gouvernement et les autorités militaires ont focalisé en tout cas 100% bien une très grande partie de leur attention seulement sur la guerre du M23. Alors, les experts se demandent si le gouvernement n'est pas tombé justement dans le piège du M23, parce que rappelez-vous, le M23 a lancé les hostilités ou bien la guerre au moment où, donc, de manière simultanée avec les négociations de Nairobi qui ont été ouvertes en 2021 à Nairobi. Et donc, pour les experts, c'était une façon pour le M23 de faire en sorte que leur agenda soit placé en haut, on va dire, dans le pavé en haut du pavé des discussions et de tout ce qui est Ils ont voulu attirer de l'attention. Pour que leur agenda soit pris en compte au détriment des agendas ou bien de demandes des autres groupes armés. Et aujourd'hui, on a l'impression justement que le gouvernement et l'armée est tombé dans le piège du M23, mais ce n'est qu'une impression. Encore une fois, je rappelle Damani Mujinga. Voilà, merci beaucoup Patrick Ilunga. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va poursuivre avec l'actualité et on va parler de l'économie. Conformément à sa lettre du 3 juin 2024 aux établissements de crédit et sociétés financières, la Banque centrale du Congo a instruit ces derniers de paramétrer leurs terminaux de paiements électroniques uniquement en monnaie nationale selon les différentes sources. Cette mesure devrait encourager l'utilisation de la monnaie locale, le franc congolais, alors
Que seront les conséquences de paramétrer tous les TPE en monnaie nationale? Pour l'économiste Alexandre Choué, ce paramétrage est inopportun. Il a été joint au téléphone par Jojo Moulamba. Je vous propose de le suivre. Actuellement, parce que la confiance dans une monnaie ne se décrète pas, mais elle se construit par la manière de gérer les finances publiques et de gérer le volume de soins de paiement dans l'économie. Actuellement, là, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Donc, cette mesure, pour moi, n'est pas si opportune que ça. Et si on va un peu plus loin dans la réflexion, l'argument qui a été pointé également me semble fragile dans la mesure où, en RDC, la dollarisation a deux dimensions. Elle est le fait, d'une part, de la solution monétaire et d'autre, de la complémentarité monétaire. C'est-à-dire que quand les clients payent en dollars, les commerçants ou les vendeurs reçoivent directement le dollar et ça leur facilite même l'acquisition des devises pour renouveler leur stock. Alors, si tel est le cas, lorsque un client paye en dollars et que le commerçant reçoit le dollar, il n'a pas d'intérêt à ce que la banque commerciale change tout ça. Et les banques n'ont pas si intérêt à aller dans des tensions qui vont tirer en longueur pour rien. Donc je pense que l'argument n'est pas de mise. Le client a un compte en dollars, il paye en dollars, le commerçant reçoit en dollars et il arrive à importer facilement. S'il faut aller vers cette ramification dollars, francs congolais encore dollars, mais c'est une gymnastique qui aura beaucoup d'implications. Donc il faudrait voir les choses autrement. Et ma lecture est tout autre. Mais bref, j'estime que la mesure n'est pas si opportune. Il faudrait faire des efforts sur d'autres segments de l'économie ou du secteur financier monétaire pour pouvoir garantir la stabilité. Et c'est avec le retour à la production et d'autres mesures d'encadrement que l'on pourra justement à terme arriver à créer justement cet environnement de stabilité et de confiance. Le mandat du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a été investi par le président de la République le 8 juin dernier par ordonnance présidentielle. Une fois à la tête de la ville, le nouveau gouverneur devra relever de nombreux défis tels que la salubrité, la fixation des prix de transport, mais aussi la sécurité de la ville. Quelques Kinois ont réagi quant à cette question au micro de Géopolis Télévision. Kinshasa eza na salita makasi soki batifoidi bamalaria makambo ebele ezaka suti ya insalubrité na kati ya mboka alo ndenge ezali wana soki okememi ata na Ethiopie na Gambela na wenza Gambela otali salite ezali ya koloba toke na nzambe mawaturu odovile ya Kinshasa mobimba nasengi premièrement na notre gouverneur atala biso makambo etali transport parce que transport na kati ya Kinshasa calvaire. Na 8 heures au foutu 1000, na 5 heures au foutu 1000 francs, na 6 heures de 2000, na 12 heures 3000, na pourquoi 4000 francs. Pour arriver à Bibou en passant, il faut baisser ça 5000 francs. Bon, par jour, la société, bien entreprise, comment combien? Nous sommes vendre un gouvernement provincial, où il est chargé à transport, pas solo là, pas bon, c'est la secteur à transport. Deuxièmement, bon, c'est le secteur. Il y a la ville de Kinshasa, ils ont la propre. Sécurité, pas renforcer les problèmes, il y a des policiers, il y a des quartiers. Le Kolangay na Kisensu, na Koki Kozala, la police est à combien de kilomètres? Ennemi à Komelingay, Moïbi à Komelingay. Pour atteindre, c'est tellement difficile. Service à patrouille. Ezala, service à patrouille, ezala ndenge zaki n'époque à Mobutu. Bar et kobana musique banda 18h titongosa. Tapage nocturne. Bar et konsukate na 21h 22h. Et puis, la route des poids lourds se dégrade un peu plus chaque jour qui passe. Qu'un niveau mal ou pas entretenu, ni de poule par ici, eau stagnante par là, cette voie d'une importance capitale économique semble pourtant être ignorée des services d'entretien routier. Et c'est un constat fait par Don Momat et Giscard Tamba. Bienvenue sur Poids lourd, une route longue de 12 km avec 4 bandes, dont 2 dans chacun de sens. Une voie principale ou d'importance capitale, dirait plus d'un,
tant elle permet de desservir plusieurs entreprises encore présentes à Kingabwa et aux côtés du boulevard Lumumba, la route qui relie le centre-ville à l'aéroport de Kinshasa. Mais y rouler, on se croirait plutôt sur une route tracée dans l'arrière-pays et oubliée de tous. Ces caniveaux, mal ou quasiment non entretenus, déversent à certains endroits leurs eaux sur l'asphalte, donnant l'impression d'une rivière qui longe poids lourd. Quand on sait que l'eau est l'ennemi numéro 1 de la route, ici on ne peut s'empêcher d'affirmer que les services d'entretien des routes sont les principaux ennemis de poids lourds. À chaque fois qu'on fait passer un coup de balai sur la chaussée, le sable est déversé dans les caniveaux, diminuant ainsi sa profondeur. Et même quand il arrive que le service spécialisé cure ses voies d'évacuation des eaux, le sable est abandonné juste sur la chaussée et finit par rentrer dans les caniveaux. Un éternel recommencement, un cercle vicieux qui s'installe. Les riverains en profitent à leur tour et y déposent ainsi les déchets de toutes sortes. Et quand le sable n'est pas retourné dans les caniveaux, ces monticules s'éparpillent au gré du vent ou sous la pression des pneus de voitures roulant à vive allure, recouvrant ainsi la chaussée d'un voile de poussière ocre, faisant penser à un désert miniature. Conduire sur poids lourd est une expérience unique, une symphonie de bruit et de vibrations. Les ronronnements du moteur se mêlent au grincement des pneus sur l'asphalte rugueux, créant ainsi un concert de percussions improvisées. Rebaptisée Boulevard Congo-Japon, cette route censée symboliser la bonne coopération entre Tokyo et Kinshasa n'est plus qu'une œuvre gâchée. La négligence des autorités ajoutée au désordre de certains Kinois ont fini par réduire à rien la route qu'il y a peu était sans trou ou nid de poule. La route de poids lourd serait-elle au finish un symbole du laisser-aller et de l'incompétence? Pourtant, la portée économique de cette route est indéniable. C'est une voie principale censée faciliter les déplacements des personnes et des produits issus des usines délimitées. Malgré sa dégradation, des chauffeurs s'y engagent parfois à vive allure, éclaboussant les passants. Nos équipes, victimes de ces éclaboussures, ont failli perdre du matériel électronique du fait de ces conducteurs peu soucieux de salir les passants à pied. La route de poids lourd est-elle devenue la voie de l'irrationnel et de l'insalubrité? C'est un destin ironique pour cet ancien bijou tombé en déshérence. C'est sur cette même route, non loin de tout ça, qu'est installée l'usine qui devrait aider Kin à devenir propre, Kinbopeto. Quittons la ville de Kinshasa pour aller dans la province du Kasaï central où les prix des biens de première nécessité ne cessent d'augmenter dans la ville de Kananga et ses environs. Une bouteille d'eau qui se vend à 500 francs congolais à Kinshasa revient à 2500 francs congolais à Kananga. Un litre de carburant vendu à 3500 francs congolais à Kinshasa revient à 5500 francs congolais à Kananga. Cette situation est aussi due à l'impraticabilité des routes pouvant relier la province à d'autres régions de la RDC, dont la route Kananga-Kalamba-Mbouji qui doit être en chantier selon la société civile locale. Quel sera l'impact de cette route? Suivez la réponse. La route Kananga-Kalamba-Mbouji est d'une importance capitale pour la région du Kasaï. L'impact de cette route, c'est l'amélioration substantielle, significative des conditions de vie des populations de la région du Kasaï. Le Kasaï n'a pas de courant, le Kasaï n'a pas d'eau, n'a pas de route et tout ça. Pour avoir un bon habitat, il faut remuer les terres. Les ciments qui se vendent à Kinshasa à 9-10 $, à Kananga c'est 50 $. Comment ces gens peuvent améliorer l'habitat? Les litres d'essence se goûtent à 1600, 1900, 2000 à Kananga, 2500 à Kinshasa. À Kananga c'est 5000, 6000 francs. Donc, dès que cette route est opérationnelle, l'accès à l'extérieur, là où on s'approvisionne, sera facile. On passe pas à l'Angola, on est sur l'océan. Les bateaux et les autres qu'on peut approvisionner à Dubaï, à Turquie et partout ailleurs qui viennent avec de différents produits mettront moins de mois, là où on pourrait faire 2 ans, 3 ans en train d'attendre des produits qui arrivent de Kasumbalès à Lubumbashi, Kamina, Mouérit au Kananga ou en venant de Bas-Congo, Congo central, Kinshasa. Ça passe par Ilebo, sur les Kasaï et ça arrive au Kananga par route et ça prend autant de mois. Et donc, le temps d'approvisionnement sera court, l'accès, le coût des produits sera relativement abordable et il y aura fluidité des opérations, beaucoup de petits emplois vont se créer et l'habitat peut s'améliorer progressivement. Donc l'impact c'est l'amélioration des conditions socio-économiques, le relèvement du niveau de vie, faciliter beaucoup de choses, et ainsi de suite. Donc c'est, en résumé ça l'impact de cette route-là, ça va désenclaver la région
Parce que pour quitter Kananga, il faut passer par Lubumbashi ou par Kinshasa. Mais dès que cette route est là, on ne passera ni par Lubumbashi ni par Kinshasa pour aller à l'extérieur. On aura l'accès facile et des choses. Les solutions à envisager pour cette route, il faut une volonté agissante. Parlons santé, la saison sèche est propice à l'apparition de certaines maladies. Il s'agit essentiellement des maladies qui touchent les voies respiratoires et celles qui affectent la peau. Selon les experts, elles peuvent être évitées en respectant quelques règles d'hygiène. À la question de savoir quelques règles d'hygiène à adopter pour se protéger contre les agressions extérieures pendant la saison sèche, Rachel Missenga nous donne les détails dans cet élément. Plusieurs risques sanitaires en saison sèche. Ce sont des maladies généralement liées aux infections de voies respiratoires, notamment les rhinites avec des symptômes de la grippe comme on les appelle généralement. Et si ces pathologies évoluent, elles aboutissent soit à des sinusites, soit à l'infection de voies aériennes supérieures dans le voie pulmonaire. Car ce que ignorent beaucoup de gens est que cette poussière comporte beaucoup de micro-organismes qui causent des sérieux soucis de santé jusqu'au cerveau. Selon les experts, elles peuvent être évitées en respectant quelques règles d'hygiène. La question est donc de savoir comment prévenir ces maladies respiratoires. Le docteur Igmaël répond. Ce qu'il faut, c'est que comme il fait froid, avant de manger la nourriture, il faut bien veiller à ce qu'il soit chauffé ou encore qu'il soit bien cuit plutôt au feu. Et aussi bien couvrir les aliments et bien aussi faire la sélection de l'achat pendant qu'on achète. À quel point on achète, où est-ce qu'on achète pour ne pas amener de la maladie avec son propre argent. Voilà ce que je peux dire. Pendant cette période de saison sèche, il faut aussi boire et boire pour permettre à ce qu'on ait libéré, permettre au corps de faire un bon fonctionnement parce que c'est une période où on est beaucoup plus exposé à des grippes. Pendant cette saison, il faut noter que la peau n'est pas épargnée. À ce sujet, le docteur Lisa Mujinga, dermatologue, donne quelques orientations. En ce qui concerne les orientations dermatologiques pour ce qui concerne la saison sèche, alors, d'une manière générale, il faut retenir que nous devons hydrater la peau. Il faut que la peau soit très bien hydratée. Une barrière cutanée qui est très bien hydratée ne posera pas beaucoup de problèmes. Alors, pour ceux qui utilisent de lotion hydratante pendant la saison de pluie, alors, ils doivent maintenant utiliser pendant la saison sèche de crème. Et ceux qui utilisent des crèmes pendant la saison de pluie, pendant la saison sèche, ils vont utiliser de baume. Également, chez les enfants, il faut vraiment très bien hydrater. Il faut utiliser plus de lotion avec de l'amande douce à l'intérieur, utiliser plus de savons sur gras pour très bien hydrater la barrière. Parce que nous savons qu'une peau qui est perturbée est exposée à de nombreuses pathologies de la peau. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Mais néanmoins, il y a de peaux à problème. Les enfants qui font des eczémas à tout moment, que ce soit les adultes, pour ce genre de personnes, malgré l'utilisation de produits hydratants et qui posent toujours problème, ils doivent consulter de temps en temps les dermatologues parce que c'est le dermatologue qui saura vous orienter quoi utiliser. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Une bonne hygiène de vie est donc nécessaire pendant cette période de saison sèche. Et puis en sport, les léopards de la République démocratique du Congo ont battu difficilement les éperviers du Togo par un score étriqué d'1-0 grâce à Meshak Elia à la 6e minute. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur-manager des léopards, Sébastien Desabre, est revenu sur cette précieuse victoire. Blaise Kouzola au commentaire. Plus de 50 000 personnes qui ont fait les déplacements du stade de Martyrs ce dimanche 9 juin 2024. L'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo s'est imposée par le score de 1-0 face aux éperviers du Togo dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est l'attaquant congolais Meshak Elia qui a inscrit l'unique but de Léopard à la suite d'une passe de son coéquipier Yohan Wissa à la 6e minute. Cependant, en dépit de l'ouverture du score si tôt, l'RDC n'a pas vraiment existé en
en première période. Dominé par un adversaire plutôt entreprenant, la RDC a été sauvée par son gardien Dimitri Berthaud, auteur d'un grand match. En deuxième période, les entrées de Fiston Maélé, Théo Bongonda ou Chadra Kakolo n'ont rien changé de l'animation offensive des Léopards acculés par les éperviers du Togo très inspirés. Oui, on est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la deuxième victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo, en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce deuxième but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. En attendant le match entre le Soudan et le Sud-Soudan, les Sénégal occupent la tête du groupe B avec 8 points devant le Soudan, 7 points et la RDC 7 points également. Les prochaines rencontres de ces éliminatoires auront lieu l'année prochaine et les Léopards vont encore recevoir à domicile dans un match contre le Soudan du Sud. Envolons-nous en dehors de la République démocratique du Congo avec la page internationale. Je l'avais annoncé au sommaire, au Forum économique annuel de Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a exprimé son ambition d'approfondir la coopération économique dans un monde multipolaire. Il envisage de développer des nouveaux marchés à l'Est et dans le Sud, loin des sanctions occidentales. Les détails avec nos confrères d'Africa News. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré au Forum économique annuel de Saint-Pétersbourg qu'il aspire à élargir la coopération économique dans ce qu'il appelle un monde multipolaire où il développera de nouveaux marchés à l'Est et dans le Sud, loin des sanctions occidentales. Cette année, le Forum a réuni des délégués issus de 136 pays dont des dirigeants étrangers tels que le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Malgré les obstacles et les sanctions illégitimes, la Russie reste un acteur majeur du commerce mondial et développe activement la logistique et la coopération transfrontalière. Nos relations avec les pays asiatiques ont ainsi connu une croissance de 60% entre 2020 et 2023. Avec le Moyen-Orient, cette croissance a doublé, tandis qu'avec l'Afrique, elle a augmenté de 69% et avec l'Amérique latine de 42%. Lors de cette réunion, Vladimir Poutine a averti que la Russie pourrait fournir des armes à longue portée à d'autres pays pour frapper des cibles occidentales en réponse aux alliés de l'OTAN qui autorisent l'Ukraine à utiliser leurs armes pour attaquer le territoire russe. Voilà, c'était tout. C'était tout pour ce soir. Place au rappel des titres. Après la présentation du programme du gouvernement souminois, dont le budget s'élève à 92 milliards, des réactions ne cessent de tomber. Vous avez suivi dans ce journal la réaction de Valérie Madianga, chercheur en finances publiques qui propose à la chef du gouvernement une mise en place des réformes structurelles. Et puis à l'international, en vue de développer des nouveaux marchés à l'Est et dans le Sud, loin des sanctions occidentales, le président russe a exprimé son ambition dans la coopération économique dans un monde multipolaire. Voilà, ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.